Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, réussir son retour au travail après un deuil, une maladie. On en parle avec Cécile Priou, elle est cofondatrice de Ça ira encore mieux demain. Elle nous expliquera son concept et ses actions concrètes. La pause café, ça c'est un sujet dont on parle beaucoup, la sieste au bureau. Alors entendrons-nous pas avec son oreiller et son lit, mais la micro-sieste probablement, on en parle avec Caroline Ricross, ça sera la pause café. Puis un grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH avec Marie-Christine Levé, fondatrice et présidente d'Edu Capital. Oui, un fonds d'investissement qui investit dans l'éducation, la formation. On fera le point avec elle. Elle vient de l'univers Internet 1.0. Elle nous parlera de son parcours aussi. C'est une femme inspirante. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, associer des artisans et des étudiants. Ça, c'est un concept intéressant. Étudiants, pas n'importe lesquels, étudiants en design, justement pour accompagner ces artisans à développer leur business. On en parlera avec Xavier Modin. Il est responsable partenariat dans Mec Ici. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, comment réussir un retour au travail lorsqu'on a vécu un drame, alors une maladie, un deuil, une difficulté. C'est tout l'enjeu de votre société, Cécile Prioul. Merci d'être avec nous. Cofondatrice de Ça ira encore mieux demain. Vous allez nous parler de votre entreprise, évidemment, puis de ce pack que vous avez. D'abord, un petit mot sur vous, parce qu'on ne crée pas une entreprise comme cela pour accompagner des salariés et en parler au DRH. Si soi-même on n'a pas été impacté ou si on ne l'a pas vécu dans sa chair. C'était votre histoire. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai connu 2 fois la maladie, le cancer. Une première fois à l'âge de 28 ans et une récidive à l'aube de mes 40 ans. On ne le vit pas d'ailleurs de la même manière, mais à chaque fois il y avait un point commun, je n'ai pas pu reprendre mon poste de travail initial. Donc la deuxième fois... Attendez, Cécile, qu'on soit précis, quand vous avez été en mesure de reprendre le travail après des traitements lourds, j'imagine, vous ne vous êtes pas retrouvé au même poste quand vous aviez quitté l'entreprise? Alors, les 2 fois, il m'est arrivé des événements qui arrivent dans les entreprises. Une fusion, la première fois. Donc, je ne me retrouvais pas dans le projet de la nouvelle entreprise. J'ai tout de suite changé d'employeur, en fait. Donc, vous quittez l'entreprise? Oui. Oui. Donc ça, c'est d'autant plus difficile parce qu'on a quand même besoin d'être réconforté, d'être accompagné, et vous vous retrouvez dans l'insécurité. C'est d'autant plus difficile. J'ai été assez violente avec moi-même, je le reconnais. Oui. Et puis la deuxième fois, un plan de sauvegarde de l'emploi. Et là, je me dis, il y a vraiment... là, j'étais manager. Et là, je me dis, il y a vraiment un trou dans la raquette quand on vit des épreuves de vie et puis que la société, l'entreprise, elle continue d'avancer. Il y a vraiment un décalage et il fallait faire quelque chose. Sur le quai et puis l'entreprise, quand le train passe et puis voilà, vous vous retrouvez les bras ballants. Comment est né le concept et qu'est-ce que vous proposez exactement? Alors voilà, donc du coup, le PSE, une reconversion professionnelle, bon déjà pour dépasser son cas personnel, et puis je vais chercher les outils RH qui sont pour moi utiles et nécessaires à l'accompagnement, et on crée avec Béatrice donc la méthodologie, et il y a une rencontre avec des médecins du travail et des médecins conseils qui nous disent mais oui, il y a un vrai besoin, nous on a besoin d'aide, et on va créer avec eux cette méthode. Au départ, pas en physique, mais le modèle économique ne fonctionne pas. Pas en physique, c'est-à-dire au départ, c'était quoi? Au départ, c'était uniquement du physique. Et là, aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y a du digital et de la visio. Donc en 2019, quand on crée, nous, on observe la téléconsultation. On s'aperçoit que les gens... très peu commencent, mais ne veulent que 3 séances. Enfin, 3 consultations. Ensuite, ils veulent voir le médecin. Et c'est comme ça qu'on va construire notre offre. Vous construisez une offre à travers, j'allais dire, et vous avez dû les sectoriser un minimum, la maternité, qui est un enjeu, le deuil pour aller à l'extrême bout de la chaîne, la maladie. Pour chacun, vous avez un programme particulier d'accompagnement. D'abord, une question, je dirais, d'organisation. Vous l'apportez à qui, ce pack? Vous allez voir les DRH ou vous parlez droit dans les yeux aux salariés? Parce que c'est pas si simple. Non, les DRH. Je pense que c'est d'abord un cadeau que fait l'entreprise à son salarié et au manager direct. C'est un vrai cadeau. C'est pour ça qu'on l'a packagé sous forme
forme de box, comme un cadeau, à un moment crucial de la vie du salarié, mais le manager aussi, parce qu'ils sont souvent très très seuls. Il a l'impression qu'il a la patate chaude c'est à intéressant, gérer. parce que ce que vous dites, il faut à la fois accompagner le salarié dans la douleur ou de la souffrance, puis il ne faut pas oublier le manager. Oui. Ce pack lui est destiné, vous avez un pack, je dirais, plus adapté aux angoisses, aux difficultés du manager? Alors, en fait, oui, chacun a sa box. La box salarié, la box manager, et chacun a son parcours digital et c'est jalonné de séances de coaching. Donc, le manager va avoir sa séance où il va pouvoir nous exprimer ses craintes, les questions qu'il n'ose poser à personne, ce qu'il imagine aussi de la maladie ou de l'état d'esprit de la personne. Et ensuite, on les réunit, l'un et l'autre. Prenons le cas du deuil, par exemple. Oui. La personne l'annonce, parce qu'il y a un vrai débat. Parfois, elle ne l'annonce pas dans l'entreprise. On voit une personne qui n'est pas bien, qui ne s'ouvre pas. Comment on fait là ? Comment ça marche très concrètement ? Comment vous prenez en charge cette situation concrète ? Donc, les RH vont proposer aux salariés endeuillés cet accompagnement sur la phase de la reprise. C'est vrai qu'on est sur des arrêts qui ne sont pas forcément longs. La moyenne, les statistiques disent 15 jours d'arrêt. Sur les personnes qu'on a accompagnées, on était plus sur 4 à 6 semaines. Et bon, ils disent oui parce que les repères sont perdus, ils sont démunis et le chagrin est très prégnant. Le manager... nous, on a une démarche, on a la démarche de ne pas faire de l'ingérence dans l'équipe, sauf dans ce sujet-là. C'est pour ça que je citais le deuil. Oui, le deuil, les équipes veulent bien faire, il y a souvent des bonnes intentions, mais on ne sait pas quoi dire. Sans être maladroit, sans être trop intrusif. Et ça veut dire que là, on peut avoir, je dirais en hybride, un accompagnement avec des conseils pratiques, j'en doute pas, mais vous avez qui en face ? On ouvre la visio et on a un psychologue, on a quelqu'un qui nous accompagne. Comment ça marche ? Non, on a utilisé la même méthode, déjà du coaching et de se projeter dans l'avenir en donnant beaucoup de repères. En fait, dans le deuil, on perd tous ces repères du jour au lendemain. Donc, c'est de rapporter du repère, de faire exprimer à la personne comment elle souhaite qu'au niveau du travail, les gens se comportent avec elle. Et nous, on va médier, en fait, ce chagrin, cette douleur, avec une projection sur la relation. Combien de temps ça dure ? Parce qu'une fois qu'on a ouvert la box et qu'on enclenche le processus, c'est quoi la durée ? Alors, on était sur le deuil, c'est 1 mois. 1 mois. On accompagne sur 1 mois, 3 séances d'1h30. D'accord. Donc, il y a un climat de confiance qui s'instaure. En présentiel ou en distanciel ? En distanciel. En distanciel. En distanciel. D'accord. Et ensuite, on fait une réunion de 2 heures avec le manager ou l'équipe pour discuter de toutes les conditions. Parce que la reprise, c'est pas que le jour de la reprise. C'est aussi, on évoque toute l'année. Il faut que le salarié soit d'accord, on est d'accord ? Parce que si vous réunissez toute l'équipe pour évoquer la douleur d'un salarié, d'un collaborateur, il faut que tout le monde joue le jeu. Et si le collaborateur joue pas le jeu, ça marche pas, on est d'accord ? Il faut qu'il soit partie prenante de l'action. On est, nous, pour que les gens deviennent acteurs. Aujourd'hui, le monde du soin, je vais faire un parallèle avec la maladie, mais le monde du soin est très dans l'empowerment. Si vous côtoyez le monde du soin, on vous demande d'être coordonnateur de vos soins. C'est vous qui devez coordonner les spécialistes, les médecins. Et en fait, moi je prône ça. Je pense que les épreuves nous rendent plus forts. On développe de nouvelles compétences et c'est ça qu'il faut montrer à l'entreprise. C'est que la personne est changée, c'est plus la même d'avant que la personne d'avant l'arrêt, mais par contre, elle a des nouvelles forces. Donc il faut faire émerger finalement ces énergies issues de la douleur, de la souffrance. Je précise qu'il y a un pack premium maternité, parce qu'on a parlé de choses très tristes, mais il y a aussi le pack maternité qui est un gros enjeu RH pour les mamans, parce qu'il y a l'angoisse du retour au travail, et ça c'est dans le pack premium maternité. Merci Cécile Prioul de nous avoir rendu visite, cofondatrice de Ça ira encore mieux demain, entreprise qui est basée au Mans. Faut-il le préciser. On tourne une page, tiens, on va parler de la sieste. Alors c'est un sujet dont parlent tous ceux qui travaillent sur la neuroscience, sur la récupération, les micro-siestes, la sieste au travail possible ou pas ? Tiens, on en parle avec Caroline Ricros, c'est la pause café.
La pause café. Et si on faisait une petite sieste? Bah oui, avec Caroline Ricross qui va nous en parler. Alors, la sieste, elle est peu populaire en France. Et paradoxalement, les médecins, tous ceux qui travaillent sur ce sujet, disent qu'elle est essentielle pour notre récupération et pour notre bien-être. Compliqué. Et oui, elle est essentielle parce qu'apparemment, on dort de moins en moins, Arnaud, en tout cas en France. D'après une étude publiée en 2019 par Santé publique France, les Français dorment en moyenne 6h42 minutes par nuit, donc moins de 7 heures, les 7 heures qui sont recommandées pour une bonne récupération. Pire, d'après une récente étude qui a été publiée en octobre dernier par CAPA, 72% des Français avouent avoir des problèmes pour bien dormir, donc font régulièrement des insomnies ou s'endorment trop tard. Un manque de sommeil, forcément, qui a des conséquences au travail, puisque plus de 6 Français sur 10 avouent avoir du mal quand même à se concentrer toute la journée au travail. Du coup, face à ce manque de sommeil, la sieste au travail semble une bonne solution. Plus de 7 Français sur 10, d'ailleurs, sont complètement pour mettre en place la sieste au travail. Et je le disais, la sieste a de nombreux bienfaits. On ne le dira jamais assez. Mais énormément. D'ailleurs, de nombreuses études l'ont démontré. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé les résume un peu dans son guide « Bien dormir, mieux vivre » qui a été publié en 2007. Alors, d'après cet ouvrage, une sieste de 20 minutes, pas plus, parce que sinon, on risque de mal dormir justement quand le soir arrive. Ça réduirait les risques d'accidents de la circulation, mais aussi du travail. Ça améliorerait la mémoire, ça libérerait la créativité, ça baisserait le niveau de stress, ça rééquilibrerait le fonctionnement du système nerveux et ce serait également bon pour la digestion et pour le cœur. Bref, la sieste est vraiment un excellent moyen de rester en bonne santé. Comme, faut-il le rappeler, le faisaient nos anciens. Oui. Et pourtant, quand on parle de sieste au travail, c'est quand même assez mal vu par les managers. En tout cas, c'est très tabou en France, parce qu'en fait, c'est un peu le signe de flemmardise. Si on fait une sieste au travail, on n'est pas là pour dormir au travail. C'est un peu aussi la non-productivité. En fait, la sieste au travail semble être une pratique de plus en plus répandue, sauf en France. Assez étonnant d'ailleurs, c'est les plus grands amateurs de la sieste, ce sont les Chinois. Alors, le droit au repos est même inscrit dans leur constitution depuis 1948 et est désormais bien ancré dans leur culture. Alors, s'endormir apparemment à son bureau est signe de dévouement à l'entreprise, preuve que le salarié en fait a travaillé dur et qu'il se repose un tout petit peu pour être de nouveau performant 20 minutes et après. Ils sont performants, oui. Voilà. Au Japon, se reposer quelques minutes pendant son travail est également très courant. Il existe même des boîtes à sieste. En fait, c'est des espèces de capsules en bois qui sont positionnées à la verticale. Et qui on la voit, Caroline. Tout à fait, qui permettent de profiter. Donc vous êtes debout quand même. On dort debout, hein. Ouais, c'est pas bête quand même. Ouais, et ça vous permet, ça prend pas de place au bureau et ça vous permet du coup de piquer un petit somme pendant quelques minutes. C'est un concept quand même. C'est un concept. Mais apparemment, c'est très confortable. Alors, je ne l'ai pas testé. Oui, c'est doudoune, j'imagine. On rentre dedans, on se calfeutre et on tire la porte. On est quand même debout. On est proche du cercueil quand donc même. Donc ça, c'est au Japon. Et puis aux États-Unis, la pratique est également de plus en plus courante. Il y a des entreprises qui mettent en place pas mal de systèmes pour mettre en place la sieste au travail, comme par exemple l'entreprise Google ou encore le média Huffington Post également qui pratique la sieste au travail. Une pratique donc intelligente. Et en France, on a un sondage de l'Institut national du sommeil qui révèle en fait qu'un Français sur 5 justement a tendance à piquer un petit somme au travail. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas véritablement de règles en France pour la sieste au travail. Est-ce que, alors ça c'est une question juridique, parce que c'est important de faire des points juridiques sur le Code du travail. Est-ce qu'on peut être licencié lorsqu'un salarié a fait une sieste? Eh bien oui, c'est possible. D'ailleurs, on a pas mal d'exemples, notamment en 2011, la Cour d'appel de Riom, qui a par exemple confirmé la légitimité d'un licenciement pour faute grave d'un salarié employé sur un chantier. En fait, ce dernier avait été surpris en train de faire la sieste dans une voiture qui appartenait à l'entreprise et en dehors de sa pause, donc en dehors de la pause déjeuner ou de la pause. Bien sûr. Donc là, il a été licencié. Outre ce cas, une sieste non approuvée par la direction d'une entreprise peut également constituer un motif de licenciement. Mais en fait, l'employeur doit quand même être en mesure de prouver la date et puis la durée de la sieste et puis savoir si c'est dans le cadre de la pause légale. La pause légale, c'est quoi? C'est 20 minutes toutes les 6 heures. Donc par exemple, lors de votre pause déjeuner, ça normalement, vous ne pouvez pas être licencié. Aucun problème. Voilà. Normalement, vous avez
le droit. Mais bien sûr, il y a quand même des cas particuliers. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de l'affaire Adama Cissé. Non. C'était en 2018. C'était un agent de propreté de la ville de Paris qui avait été licencié pour faute grave par une filiale de Richebourg parce qu'il avait été photographié par un piéton en train de faire une sieste, une légère sieste, à la fin de sa journée de travail. Et donc là, il avait été licencié. Pourquoi il avait été licencié ? En fait, ce qui compliquait un peu l'affaire, c'était la tenue de travail qui était bien identifiable puisqu'il avait sa tenue. C'était dans sa tenue de travail, oui, exact. Et c'est la raison pour laquelle il a été licencié. L'affaire est toujours en cours. Ça veut dire que si c'était déshabillé au vestiaire pour faire sa sieste sur sa pause, il n'y aurait pas eu de problème. Normalement, il n'y aurait pas eu de problème. Donc, le mieux, peut-être, c'est de demander à votre direction si jamais la sieste est autorisée à votre... Voir si elle est dans le règlement intérieur. C'est ça, voir également si elle est dans le règlement intérieur, pour vous assurer que vous pouvez. Et en tout cas, donc, si pendant votre pause déjeuner, même si votre employeur n'accepte pas les pauses, vous pouvez très bien aller dans un bar à sieste. C'est très tendance, il y en a de plus en plus, ça vient du Japon, et il y en a de plus en plus en France. Ça coûte quand même de 6 jusqu'à 30 € pour faire une courte sieste pour vous reposer avant de reprendre le travail. Donc on boit peu dans le bar à sieste, mais on dort beaucoup. Non, alors en effet, on ne boit pas, mais on peut dormir. On peut dormir, donc c'est un faux bar, mais c'est un vrai bar pour les siestes. Mais il y a des matelas, c'est un concept. Merci, puis je pense aussi aux navigateurs qui font des micro-siestes pour rester toujours très concentrés sur la barre de leur bateau. Merci Caroline de nous avoir fait ce petit point sur la sieste, et je ne me suis pas endormi. C'est bien. On fait une très courte pause et on va se tourner vers le cercle RH. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec Marie-Christine Levé. Elle a connu l'Internet 1.0, évidemment les grandes entreprises qui ont démarré Internet ici, puis aujourd'hui elle dirige un fonds qui investit dans l'éducation et dans la formation. On va en parler avec elle et puis on va revenir évidemment sur son parcours, ses engagements et son combat sur finalement le travail de demain et l'hybridation de notre travail. On en parle avec elle, c'est le cercle RH juste après la pause. Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec Marie-Christine Levé. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, fondatrice et présidente d'EduCapital. On l'entend, c'est un fonds dédié, mais pas seulement, on y reviendra, aux enjeux d'éducation, mais aussi aux enjeux du futur du travail. Le travail se transforme, il change, et les entreprises, évidemment, travaillent sur ces sujets. Je vous ai présenté comme une femme inspirante. Je pense que vous êtes une femme inspirante parce que dans votre parcours, il y a quelque chose d'assez incroyable. Vous aviez un parcours traditionnel, sauf que vous avez choisi, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, 25 ans, de vous lancer dans les entreprises d'Internet. On ne disait même pas encore le numérique, on disait Internet. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, alors que, je me souviens des polémiques il y a 25 ans sur Internet, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé dans ce secteur Lycos, c'est pas rien, Club Internet, qui était une marque il y a 20 ans qui cartonnait. Pourquoi vous êtes allé là, dans cet espace-là ? Alors c'était avant tout une grande curiosité et une conviction profonde que l'Internet, comme on l'appelait à l'époque, allait transformer la manière dont on consommait, dont on se distrayait, dont on achetait, voilà. Donc il allait avoir une profonde transformation de la société par les nouvelles technologies. Et on l'a vu, ça a commencé par les secteurs du e-commerce, les médias, etc. Et aujourd'hui, je pense que voilà, la grande transformation qui doit avoir lieu, elle est dans les secteurs de l'éducation et de la formation, et aussi de tout ce monde du travail qui change, qui est totalement bouleversé. Et c'est pour cela que, voilà, après 25 ans d'expérience dans l'Internet, j'ai créé avec mon associé EduCapital. Mais le monde va si vite que quand vous nous le dites là aujourd'hui en 2022, on se dit oui, bon. Mais il faut se rappeler cette période. Quand vous allez dans ce secteur, il y a quand même des vents contraires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent « mais attendez, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, l'économie c'est du physique ». Enfin, je veux dire, il faut bien se rappeler du moment. Ah bah oui, moi à l'époque, j'avais une carrière classique, comme on l'a dit, avec des conseils, des grandes entreprises américaines. Je travaillais chez Pepsi, on me proposait de travailler chez Coca. Et j'avais dit non, je vais aller dans l'Internet. C'est ça qui est intéressant. Tous mes camarades de promotion d'école me disaient « mais tu sais, la pub sur Internet, ça ne va pas marcher, tu en es sûr, etc. » Et tout. Oui, il y avait beaucoup d'incertitude et de défiance vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Mais c'est chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, il y a beaucoup de défiance. Là on est de nouveau, nous dit-on, dans une nouvelle vague, dans une nouvelle transformation, alors liée aussi à des enjeux climatiques, peut-être qu'on en parlera, parce qu'il y a un lien fort. À quel moment vous dites, une fois que vous avez vraiment expérimenté et développé, parce que ces boîtes ont cartonné, vous les avez fait grandir, grossir, à quel moment vous dites, maintenant j'ai envie d'accompagner, j'ai envie
c'est-à-dire de mettre de l'argent sur la table pour accompagner des structures. Alors, j'ai eu effectivement ce parcours entrepreneurial, à la fois en création, Litios, j'ai démarré de zéro. Ensuite, plutôt en reprise d'entreprise, Club Internet, je l'ai pris, ça faisait à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a porté la société jusqu'à 400 millions. Donc là, c'était plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui de la scale-up. Ouais. Après, j'ai fait aussi de la restructuration. J'avais repris le groupe de presse informatique Test. Et j'ai eu envie finalement d'apporter mon expérience à des nouveaux entrepreneurs. Et j'ai travaillé avec Marc Simoncini à la création de Jaina Capital. Absolument. C'était un des premiers fonds early stage. 2007, là, ça c'était 2009. 9. Et là, à l'époque, il n'y avait pas d'argent dans ce qu'on appelait l'early stage. Il y avait le business angel et il y avait les fonds classiques qui investissaient dans des sociétés déjà bien développées. Allez-y, terminez. Et voilà. Et donc, tous les jours, finalement, je voyais des gens qui venaient transformer le secteur du voyage, le secteur des banques, les taxis, etc. Et je rentrais le soir chez moi et finalement, j'écrivais sur le petit cahier de correspondance de mes enfants que l'un allait devoir partir plus tôt, que l'autre et la maîtresse collaient le même mot sur tous les petits cahiers. Exactement ça. Et je me suis dit, mais c'est pas de possible. grand écart entre le... Et je voyais aussi les jeunes tout le temps addicts à leur mobile et à des jeux et à YouTube. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on n'arrive pas à réconcilier finalement le monde des nouvelles technologies et d'innovation et le monde de l'école et de la formation. Il y a le volet éducation, puis je veux qu'on parle du futur du travail, parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui se passent au sein de votre fonds avec des entreprises assez incroyables. Je pense à l'UNI, je ne sais pas si je le prononce bien, mais j'ai cet objet, puisque ma fille l'utilise, qui est un objet éducatif incroyable, où on télécharge des histoires qu'on écoute en mettant un petit casque ou en l'écoutant tout simplement. Et sans écran. Et sans écran, pour les petits. Et sans ondes, Ouais. parce que ça c'est important. Ça c'est une innovation éducative que je trouve intéressante, mais quand même un mot sur l'espèce de préhistoire dans laquelle finalement quand on retourne dans des établissements, et vous le dites, on voit des tables, des chaises, il n'y a pas encore d'écran d'ordinateur, et je dirais la pointe de la réflexion que vous dites réconcilier, mais il faut même investir beaucoup plus. On est loin du compte. On est loin. Moi, je parle à celle qui dirige un fonds. Alors, l'école n'a pas changé, honnêtement, depuis ma génération. Bien sûr. Depuis la génération même de nos parents. C'est à part Ferry. le tableau, il a peut-être changé de couleur. Il est blanc. Et voilà, Okay. Il est blanc ou les dettes noires. Et c'est vrai que le Covid nous a montré qu'on n'était absolument pas prêt pour aller dans le digital. Et c'est vrai qu'il faut faire un bond en avant magique et énorme pour transformer le secteur de l'école. Et l'entreprise vit aussi un changement majeur. Le Covid, finalement, Covid a totalement changé le monde de l'entreprise, puisqu'il y a un nouveau paradigme qui s'installe. 52% des entreprises sont maintenant totalement en télétravail. Donc ce monde du travail hybride, finalement, il bouleverse la relation du collaborateur avec l'entreprise. Je bascule de l'éducation parce que l'effort doit être fait, même si c'est un budget important. L'État consacre une grande partie de son budget à l'éducation. Défense, éducation sont les budgets qui captent le plus, évidemment. Mais sur le monde du travail qui change, un fonds détecte, doit sentir, un peu comme un créateur de mode doit sentir ce qui va bouger. Et ça, c'est aussi l'intuition de celle qui dirige ce fonds. C'est quoi les entreprises sur lesquelles vous dites c'est l'entreprise de demain, c'est celle qui va transformer le monde et le monde du travail? Alors nous, on pense que dans ce monde du travail, le plus important, c'est le capital humain. Aujourd'hui, l'entreprise doit investir dans son capital humain. Et c'est pour ça que le capital humain, finalement, on le prend dès la petite enfance, de l'âge, finalement. Que ce soit une société ou une entreprise, il faut investir sur les talents de demain et sur le capital humain qui fera la richesse d'un pays. Et donc, on investit à l'école, on investit à l'enseignement supérieur, mais aussi l'entreprise, aujourd'hui, doit investir sur ses collaborateurs. Et donc, c'est toute une chaîne de valeur qui passe du recrutement, de l'engagement des collaborateurs, de la formation, de la reformation, de la montée en compétences de ces collaborateurs et de tout ce qui est autour du bien-être au travail. Donc c'est vraiment toute la chaîne de valeur de comment on traite son collaborateur. Mais je viens de revenir 25 ans en arrière quand vous êtes entré dans cet univers de l'Internet qui était naissant et qui va exploser. J'ai d'ailleurs mon smartphone là avec moi. Comment on fait pour rendre modernes ces sujets qui, là aussi, dans certaines entreprises, sont restés à l'ère de l'industrie des années 60 ? Comment on fait avancer le modèle ? Alors, je pense qu'il y a eu quand même, le Covid a fait avancer les choses. Il y a quand même, on a gagné 5 à 10 ans en termes de nouveaux usages. La visio, qui était totalement quelque chose qu'on n'aurait jamais fait, est totalement rentré dans les mœurs. Donc voilà, le Covid a bouleversé les choses et a fait avancer. Maintenant, il faut que les entreprises s'équipent d'outils, de services innovants pour gérer ce nouveau collaborateur 3.0 qui a des attentes très différentes. Ah, vous dites 3.0, vous dites pas de 4.0. Parce qu'on parle de l'industrie 4.0 déjà. On sait plus ce qu'on doit dire. C'est un nouveau collaborateur qui a vraiment des attentes différentes. Aujourd'hui, il cherche du sens.
il y a tout ce phénomène, vous en avez beaucoup parlé dans votre émission, mais de démission mentale, de quiet quitting, etc., où finalement le collaborateur est au bureau, mais sa tête est ailleurs. Et donc aujourd'hui, et ça c'est terrible pour la productivité d'une entreprise. Tu vois. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment investir sur ce collaborateur pour qu'il reste, pour qu'il s'épanouisse et pour qu'il fasse progresser son entreprise. Mais il y a deux mots, j'imagine, par rapport à ceux qui viennent pitcher, qui viennent expliquer leur concept. Il y a le mot flexibilité qui revient régulièrement dans la révolution du travail. Et il y a le mot liberté. Et puis il y en a un troisième, c'est la reconnaissance, qui vient plutôt se ranger dans la partie bien-être au travail. Mais flexibilité, liberté, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? Une disruption finalement de notre manière de travailler et voire même de travailler. Oui, une disruption totale de ce monde du travail qui devient très hybride, avec des collaborateurs, finalement, on ne sait pas où ils sont. Et donc, il faut qu'ils soient excessivement motivés et un besoin énorme de formation. Aujourd'hui, on a toutes ces statistiques qui disent qu'un métier sur deux, finalement, disparaîtra. Et donc, les métiers changent énormément. Le diplôme que l'on avait à vie avant, c'est fini, quoi. Il va falloir se former, se reformer tout au long de sa vie. Donc, soit l'individu se prendra en charge et se formera tout seul, soit l'entreprise forme ses collaborateurs. Et ce qui est très important de voir, c'est que l'apprentissage n'est plus que top-down. Avant, on a été vraiment dans un apprentissage top-down. Là, aujourd'hui, on est de plus en plus dans un apprentissage collaboratif, où finalement, chacun peut former son collaborateur, son père, son collègue de bureau. Mais ça, encore une fois, je ne veux pas accabler ceux qui se sont engagés tête baissée dans le numérique. Ils ont eu raison, parce que vous aviez eu raison, bien avant tout le monde. Mais ce numérique est venu tout bouleverser, puisque le Covid nous permet de faire de la visio, le numérique nous permet de travailler à distance à n'importe quel endroit du monde quand on a une connexion. Enfin, le numérique a bouleversé le monde du travail. Oui, il a bouleversé. Et souvent, les entreprises, finalement, elles le reconnaissent maintenant. Oui, elles le reconnaissent maintenant. Et il y a un énorme enjeu aussi, c'est tous les nouveaux métiers pour lesquels finalement on a une tension forte. Il y a ce fameux fossé des compétences, les Américains l'appellent le skill gap, ils disent que ça coûte à l'économie mondiale 11 trillions de dollars chaque année. C'est vraiment le fait qu'il y a une personne sur 3 dans l'entreprise qui n'a pas les bonnes compétences pour le job qu'il fait. Donc soit il n'a pas les compétences de demain, et donc il faut le former, soit il a des compétences obsolètes, soit il est trop diplômé pour... Décalé par rapport au poste. Il y a vraiment un énorme décalage, et aujourd'hui avoir les collaborateurs avec les bonnes compétences pour le bon métier, c'est vraiment ce qui différenciera les entreprises qui réussiront et les autres. Éducapital, parce qu'on parle beaucoup de Pôle emploi qui va devenir France Travail, on parle beaucoup des gros mastodontes qui sont des institutions parapubliques ou publiques. Ce qui est intéressant dans Éducapital, c'est que vous avez des messages où vous prenez en charge des sujets qui sont politiques au sens noble du terme. Lutter contre les difficultés d'emploi des seniors, ça c'est un sujet qu'on traite toutes les semaines. C'est un des éléments où vous dites, nous, on va investir. Alors nous, on investit par exemple beaucoup dans l'entrepreneuriat, donc faire en sorte que les gens puissent se mettre à leur compte. Il y a beaucoup de gens qui soit ont eu des accidents de parcours, soit n'ont pas eu des carrières classiques, soit ont quitté l'école plus tôt. Et finalement, la création d'entreprise est une façon de se remettre dans le marché du travail. On a investi par exemple dans Live Mentor, qui est une école de l'entrepreneuriat en ligne. C'est une école de 3 mois qui permet à tout un chacun de créer son entreprise. Et donc là, oui, effectivement, ça remédie à pas mal de problèmes. Les personnes que vous rencontrez, parce que qu'on soit clair, un fonds, il fait des choix et voilà, il va investir, il va accompagner parce qu'il estime. Quelles sont vos pépites là? Quels sont les sujets dans la transformation du travail où vous dites, je pense qu'on vise juste, on investit au bon endroit? On a investi dans 360 Learning, qui est aujourd'hui une des pépites françaises et j'espère peut-être une licorne, qui a développé une plateforme d'apprentissage collaboratif pour les entreprises, qui est aujourd'hui présente dans plus de 1700 entreprises, qui va aux États-Unis et qui a vraiment compris que l'entreprise avait besoin d'un outil innovant pour former ses collaborateurs et que l'apprentissage n'était plus top-down mais pouvait être collaboratif. On a investi dans Supermood, je crois que je vous avais reçu ici, qui mesure l'engagement des collaborateurs. Aujourd'hui, le NPS collaborateur devrait être dans tous les objectifs des patrons du CAC 40. On parle beaucoup de la RSE, on oublie souvent le S de RSE. On parle beaucoup de l'environnement et c'est un enjeu majeur, sociétal. Mais on oublie souvent le S de RSE et le S de RSE peut être mesuré aujourd'hui. Et il faut mesurer l'engagement de ses collaborateurs et et ça devrait être dans les objectifs des COMEX et des CEO. On a investi dans Simundia qui fait du coaching en ligne. On pense que le coaching peut être démocratisé aujourd'hui par rapport avec le digital. Ce qui est important de constater, c'est que le digital, il permet de mettre à l'échelle des choses qu'on faisait auparavant. Le coaching, ça existait, mais c'était réservé à du top management. Aujourd'hui, le digital permet de mettre à l'échelle vraiment des innovations fortes et de permettre à
tous les collaborateurs finalement d'en bénéficier. Alors, vous évoquez ces sujets quand on parle coaching, on arrive au bien-être. Alors, j'aime pas ce mot, mais à minima, le développement personnel. C'est-à-dire faire en sorte que le salarié, non seulement vienne physiquement au travail, à l'heure, autant que faire se peut, mais qu'il s'y épanouisse et qu'il y produise des choses positives. Ça aussi, il y a de la marge encore en entreprise. Vous sentez qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir? Ah oui, il y a beaucoup de chemin. Alors, je pense. Il y a beaucoup d'innovations là en ce moment sur tout ce qui est bien-être au travail. Alors, plateforme de développement personnel, plateforme de mise en relation avec des thérapeutes. Oui, c'est un énorme secteur qui se développe très fortement dans l'entreprise. Excusez-moi, mais vous qui avez une vue quand même assez large de l'univers du travail, par votre expérience, c'est le travail qui est malade ou ce sont les salariés qui sont malades? C'est une bonne question. Je pense que c'est la relation au travail qui a changé. La relation au travail qui a fondamentalement changé. Une plus grande défiance et donc du coup des efforts à faire pour mieux engager et former ces collaborateurs. Ouais, parce que c'est la question qui m'habite depuis un certain temps sur ce plateau, parce que je me dis, mais c'est le travail qu'il faut réinventer ou c'est le salarié qu'on doit, je dirais, auquel on doit implémenter d'autres éléments pour qu'il soit plus adapté? J'ai le sentiment que c'est plutôt le salarié qui est en train de transformer le travail. Oui, la relation au travail change et aussi l'entreprise doit faire face à des bouleversements majeurs. L'innovation technologique bouleverse les choses. Les entreprises doivent se remettre en question très souvent. Les compétences deviennent très vite obsolètes. Voilà, il y a une accélération, je dirais, de l'histoire et une accélération finalement des changements. Et donc du coup, pour avoir des salariés motivés et qui vivent dans cette accélération, l'entreprise doit investir beaucoup dans ses collaborateurs. Je reviens parce qu'on a régulièrement des représentants de l'APEC, de France Travail, Est-ce qu'elles ont encore du sens, ces grosses institutions, dont certains d'ailleurs les critiquent ouvertement en disant qu'elles ne produisent pas finalement les effets pour lesquels l'État les finance? Est-ce que le monde est beaucoup plus territorialisé? Est-ce qu'on invente les choses au plus près du terrain que de garder des gros mastodontes comme cela? Alors, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, il y en a certains qui vont vraiment jouer un rôle important. France Compétences et l'instauration du CPF. Alors, on a beaucoup critiqué ce CPF, mais c'est un bouleversement majeur, ce CPF. C'est ce monde de la formation professionnelle qui était très opaque, qui était un monde B2B, on ne savait pas où allait l'argent. Aujourd'hui, l'individu est responsable de son budget formation et peut choisir la formation dans laquelle il veut aller. Donc c'est vraiment une révolution majeure. La France est très en avance sur ce sujet, alors, très en avance par rapport à tous les pays européens. Et donc dans ce domaine de la formation continue, formation professionnelle, moi je crois beaucoup aussi au partenariat public-privé. Le public a un rôle important à faire et c'est un des enjeux majeurs pour résoudre les problèmes de chômage. Il y a une vingtaine d'années, c'était un sujet irritant, cette relation public-privé, mais vous dites de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut que le public, et je pense à l'éducation nationale pour en revenir à elle, s'ouvre un peu plus encore, parce que là, c'est un sujet éminemment politique. Enfin, il y a quand même des structures, il y a des inerties, il y a une lourdeur bureaucratique, et vous êtes face à des entreprises qui sont start-up, qui vont vite. Oui, alors c'est clair que dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de lourdeur et de... Il se passe des choses, hein, mais... À changer les choses, mais c'est important de vraiment jouer ce partenariat public-privé. Et moi, je le dis toujours, c'est pas la SNCF qui a inventé Blablacar, c'est pas Accor qui a inventé... Ils ont racheté après. Voilà, ils peuvent racheter. L'innovation, elle surgit dans des jeunes entreprises qui peuvent penser différemment, qui n'ont pas de cadre établi, parce que le cadre, finalement, il tue l'innovation. Et donc, l'innovation, elle surgit dans ces jeunes entreprises qui doivent travailler avec des entreprises plus installées pour leur apporter, justement, cette fougue d'innovation et de liberté. Mais un mot, parce qu'il y a les entreprises qui inventent le travail de demain sur les 3 secteurs dont vous nous parliez, mais je voudrais le reboucler avec l'éducation, parce que tout part de la formation initiale. On voit quand même un gâchis, je veux dire, entre les sommes allouées à l'éducation nationale, hein, qui sont le fruit de nos impôts, et la réalité de nos résultats. Il y a quand même une perte en ligne qui est colossale. Il y a un énorme sujet on forme des jeunes avec des métiers qui ne correspondent pas à ceux ou qu'on oriente mal a besoin. Donc on a un énorme enjeu là-dessus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouvelles écoles qui se créent en ligne, ou qui se créent en hybride, etc. Parce que moi je crois beaucoup, c'est pas spécialement
que l'hybridation pour le moins, ouais. Mais à un moment donné, il y a de nouvelles écoles qui se créent pour former à ces métiers dont on a besoin. Mais c'est vrai que l'enjeu essentiel aujourd'hui, il est d'investir dans l'éducation. Donc là, il y a eu beaucoup d'initiatives du gouvernement. Il y a de l'argent qui est mis, mais là, à un moment donné, pour moi, ça partira de responsabiliser les profs et leur donner beaucoup plus de liberté pédagogique. Le professeur est clé, il est central. Aujourd'hui, il est dévalorisé, peu payé, il est dans un carcan. Et c'est vraiment le prof qui est à l'origine de la formation. Devenir l'entrepreneur de sa classe, l'entrepreneur de son espace pédagogique. C'est une révolution culturelle. C'est une révolution culturelle, mais en tout cas, c'est ce qui marche dans les pays qui avancent beaucoup dans ce domaine. Marie-Christine Levé, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Si c'était à refaire, vous l'auriez refait, vous repartiriez dans le Web 5.0 parce qu'il y a chez vous comme ça un peu un esprit d'aventurière. Oui, et surtout, je pense, moi, à un moment donné, j'ai eu envie de faire du sens. C'est bien d'investir je travaille dans l'Internet, c'est bien de vendre des fringues. C'est bien de faire de l'argent. À un moment donné, j'avais envie de travailler sur des choses qui fassent du sens, et c'est pour ça qu'on est un fonds à impact. Premier fonds européen, on l'a pas dit. Premier fonds européen à impact dans le domaine de l'éducation et du future of work. On veut des entreprises qui performent financièrement, et c'est pour ça aussi que nos investisseurs nous ont confié de l'argent, mais aussi qui ont un impact sur la société. On veut vraiment faire du sens et à notre niveau changer les choses. Merci Marie-Christine Levé d'être venue nous faire partager votre passion et vos engagements, parce qu'il y a des vrais engagements dans EduCapital, le futur du travail et l'éducation, et je ne dis pas éducation nationale, et l'éducation des jeunes. Merci, fondatrice d'EduCapital, vous êtes associée, vous êtes à deux dans ce fonds, il faut le préciser. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça fait écho, faire se rencontrer des artisans et des étudiants designers. Ça, c'est très disruptif pour accompagner les artisans justement sur des sujets auxquels ils n'auraient pas pensé. On en parle, c'est juste après le jingle. Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on reste dans l'éducation, la rencontre d'étudiants designers qui sont en formation et d'artisans qui travaillent dans les métiers de l'art et de l'artisanat. Justement, on en parle avec Xavier Maudin. Bonjour Xavier, responsable partenariat Make Ici. Quelques mots sur Make Ici, parce que vous êtes déjà venu nous parler de formation. On avait parlé d'ébénisterie de mémoire. C'est quoi Make Ici ? Make Ici, c'est le premier réseau de tiers-lieux de production. Donc concrètement, c'est un réseau de manufactures partagées. À Montreuil, hein ? À Montreuil, Marseille, Nantes et Lille-Ouescal. Et bientôt à Tours et dans d'autres villes. Et on a aussi centre de formation, et c'était à cette occasion qu'on était venu vous voir la dernière fois. L'idée, c'est quoi là ? Le concept, c'est de permettre à des étudiants qui vont venir poser leurs ordinateurs, parce qu'on va voir des photos, le design se fait quand même beaucoup d'abord sur ordi. Ils sont là, ils sont dans votre espace, et vous allez les faire se rencontrer avec des artisans. Exactement. Déjà, le premier point, c'est Créapol, quand ils sont venus nous voir pour nous parler de cette idée, c'était de remettre du physique, de l'intelligence de la main, de la mise en volume dans les parcours des designers qui sont aujourd'hui, et d'autant plus avec le Covid, passés quasiment en 100% numérique. Là, ils savent bien que pour la pédagogie et la formation des futurs designers, travailler avec les mains sur de la mise en volume de choses, ça permet de comprendre. Enfin, je prends toujours cet exemple. Oui, bien sûr. C'est facile de concevoir des tables. Quand on les met en volume, parfois, elles se cassent la gueule. Donc ça veut dire que ce jeune étudiant, là c'est quand même un privilège de roi, va conceptualiser en 3D son travail. Là, c'est son travail d'étudiant. Puis ensuite, il y a un artisan qui va faire vivre son objet. Alors, ça se casse la gueule ou ça marche la table ? Justement, ça marche. On est d'accord. Quand on a la chance dans son cursus d'être confronté à celui qui va pouvoir donner des conseils sur les matériaux, les techniques d'assemblage, etc., etc. Mais on se rend compte que on ne peut pas tout faire sur l'ordinateur. Mais là, Xavier, on voit qui ? On voit un étudiant ou on voit un artisan ? On voit des artisans d'art d'ici Montreuil qui sont à la manufacture, qui eux sont tous des entrepreneurs. Donc c'est une cohabitation en fait entre des étudiants, des entrepreneurs, et puis petit à petit on organise des ponts. Voilà, donc hier il y a eu des premières découvertes métiers. Il y a 5 artisans d'art d'ici Montreuil qui sont venus présenter un peu leur savoir-faire et les étudiants qui présentaient leur premier projet. C'est des liens. Ça veut dire que l'artisan d'art, il a besoin du designer, pour le dire simplement. Il a besoin de quelqu'un en amont qui commence à travailler sur sa conceptualisation, sur la création artistique. Et l'artisan d'art va lui donner corps avec la matière. Ça peut être du métal, ça peut être du bois, ça peut être autre chose. Exactement. C'est ça l'idée. Hein. C'est tout le matériau, déjà de base. Et effectivement, les artisans d'art, eux qui sont entrepreneurs, ils sont en collaboration avec des designers qui sont peut-être l'équivalent de l'architecte par rapport aux constructeurs, si vous voulez.
les étudiants, j'allais dire, c'est tout bénef pour tout le monde, mais j'ai quand même le sentiment que pour les étudiants, c'est très intéressant parce que très rapidement, avant même d'avoir leur diplôme, ils ont déjà presque un débouché à leurs travaux. Ah, tout à fait. Ils se mettent en réseau, ils comprennent aussi comment ça se passe une fois qu'ils ont fait le design des choses, ils peuvent discuter demain plus facilement avec ceux qui vont faire les réalisations qu'ils imaginent. Et puis par ailleurs, ils ont accès à tout le parc machine d'ici Montreuil, où il y a des découpeuses laser, des fraiseuses à commande numérique, des imprimantes 3D, des machines pour travailler le bois. Ouais, pour que les choses soient précises, Xavier, les étudiants en design peuvent être aussi d'ailleurs, pour certains, des artisans d'art. Et oui. Très souvent, ils vont jusqu'au bout de l'histoire, ils conceptualisent évidemment sur l'ordinateur, puis ensuite ils veulent le faire avec leurs mains, on est d'accord? Exactement, c'est le principe de l'artisan, celui qui maîtrise tout de A à Z d'ailleurs. Exactement. C'est quoi c'est un projet embryonnaire où vous allez le développer, vous allez travailler sur cette synergie, comment ça se passe? On a envie parce que ça fait 3 mois que ça a commencé, on voit qu'il y a une dynamique autant de la part des profs, des étudiants que des résidents chez nous, que en fait, mettre des écoles dans des tiers-lieux de production, plutôt que de faire construire des ateliers où chacun est dans son coin. L'idée c'est ça, c'est que dans les espaces de production, il y a les étudiants. Ouais, on est d'accord. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi demander aux profs de venir faire cours dans l'espace tiers-lieu, on est d'accord? Concrètement, c'est les profs qui viennent faire cours, et donc ils ont un espace à eux, ils viennent faire leur cours, une partie de leur cours à ici Montreuil, et nous on en profite pour petit à petit tisser des liens, leur donner accès à des machines qui n'ont pas à Créapol, pour aller plus loin dans leur pratique, dans leur recherche et explorer de nouvelles choses. Ça se passe à Montreuil, les photos qu'on a vues, c'est à Montreuil. Ensuite, il faut quand même le dupliquer ailleurs, il faut quand même les machines, il faut quand même un accompagnement, il y a quand même un petit peu d'investissement dans tout ça. Alors nous, on a d'autres sites ailleurs, donc s'il y a des écoles de design qui nous regardent, avec plaisir pour prendre contact et écrire un peu... Donc vous êtes venu nous dire que si des écoles de design qui se trouvent à Tours, je crois qu'il y a une école de design à Tours, et il y en a partout, se dit tiens, mais si on allait dans le tiers-lieu Make Ici pour y poser une promo ou une demi-promo, on crée une cohérence. J'avais l'impression que ça existait déjà. Ça n'existait pas, ça. Alors, ça existe sur des manières, on va dire des parenthèses, c'est-à-dire des expérimentations. D'accord. On a 2-3 jours. Mais pas sur une durée. Pas sur des programmes où là, on est parti sur 3 ans avec Créapol. Voilà. D'accord. Il y a une vraie volonté de l'intégrer dans la pédagogie. Les jeunes qu'on voit en photo, qu'on a vu peut-être en photo, là, qui font une sorte de petite photo de groupe, là, ceux-là, ils sont 3 ans. Ils vont sortir avec leur diplôme de designer. C'est quoi? Je l'espère pour eux. C'est quoi le diplôme qu'ils vont acquérir? Alors, c'est des bac plus 5. C'est bac plus 5. Créapol propose, c'est soit des design produits innovation, soit du design... Qu'est-ce qu'ils ont, avant de nous quitter, c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce qu'ils ont eu de plus que les étudiants de design classique qui n'auront pas eu accès à votre tiers-lieu avec cette formation à l'intérieur des ateliers? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu de plus? L'accès aux machines, l'accès à tout ça? L'accès aux machines déjà, et l'accès à des entrepreneurs qui peuvent les inspirer et les aider à finaliser, aller beaucoup plus loin dans leur projet. Et d'aller évidemment plus loin dans ce qu'ils ont déliré, parfois imaginé sur leur vie. Parce qu'il y a aussi beaucoup de création et beaucoup de folie chez ces jeunes. Tout à fait. Merci Xavier d'être venu nous rendre visite. Make Ici, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, vous le savez, vous venez régulièrement dans notre émission, responsable partenariat dans vous l'appelez comment, un tiers-lieu Tiers-lieu de production, de manufacture, c'est plus parlant. Voilà, tiers-lieu de production et de manufacture. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à Angèle à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci évidemment à Nicolas Juchat, merci à Lily pour l'accueil invité, merci à vous tous pour vos messages, vos réactions. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.